Merci, Monsieur le Président. Et pour l'acquisition, Madame Bela Panic, distant de nouveaux membres de notre équipe. Donc je la présente. Je voudrais de manière succincte évoquer des preuves au compte-rendu d'audience qui montrent de manière patente les erreurs flagrantes commises par les enquêteurs et qui sont invoquées par le procureur. Et ces erreurs rendent ces documents totalement inutilisables. Par exemple, KDZ 166 a commis de telles erreurs. Cela est évident. Aux pages 8295, 8311, 8307 à 9, 8316 à 17. 3820 jusqu'à 21, 8323 à 24, 8325, 8339 à 40. Page 8341, 42, page 8344, à 3851, 3851, 3852, 3854, 3860, 3865, 66, 3877, 78. C'est totalement inutilisable en droit pénal. Ce qu'a fait ce témoin, Dragan Milokovic, a commis des erreurs qui rendent inutile tout ce qu'il a fourni dans le contexte de cette affaire. Page 8572, 8573, à savoir, à ces pages, vous pouvez voir les erreurs commises par ce témoin. 8577, 78, 8579, 8591, 8592, 8614, 8614, 8662, 8626, 27, 8631, 8633, 8500, 8635, 36, 8639, 38 et 39, se reprend l'interprète, et 8643. Dans le contre-interrogatoire, même dans le contre-interrogatoire effectué par moi-même un amateur, eh bien, cela est devenu évident. Imaginez ce qu'un professionnel en aurait fait dans un contre-interrogatoire. KDZ 485 a également commis de telles erreurs. Aux pages 8899, 8900, 8899 à 8901, 8916, 8922, 1923 à 24, 8917, 8922, de nouveau 8927, 8929, 8935, 36, 8938, 8930, 8933, 8937, 8911, 12,
8968-69, 8958-59, 8959 et 8968. Ukazuje neupotrebljivo. Emir Turkuš je napravio. Ça s'est révélé totalement inutilisable. Ertuğ Zakuzic a commis 16 heures. On peut le voir aux pages 9062 à 64, 9070 71, 9066 69, 9074 75, 9908, 9086 à 9094, 9100 à 9101, 9120 à 9124, 9130 à 9133, 9150 à 53, 9147 à 9150. Sead Bersic a commis des erreurs monumentales dans ses enquêtes et cela apparaît aux pages 9149, 9439, 9050, 9458 à 64, 9470 et 71, 9482 à 83, 9905, 9901, 9522 à 25, 9523, 9517, 9519 à 9520, 9488, 9496, 9493 à 94, 9492 et 9494 à 9495. Cela ne résiste à aucun type de contre-interrogatoire. Et toutes ces déclarations n'ont absolument pas résisté, se sont écroulées devant un contre-interrogatoire mené par un conseil pour la défense totalement incapable. Nepep Jozo a également fait de telles erreurs. 9579, 9500, 9612, 9616, 17, 9619 à 20, 9592, 9607 à 9, 9614 et 15, 9622 à 24, 9540, 9631, 9634 à 36 et 9639. KDZ 477 a démontré l'inutilité de ces constatations dans cette affaire au pénal, comme on peut le voir aux pages suivantes. 10 944 et 45, 10 946 47, 10 977 à 78, 10 984, 10 987, 10 989, 10 985, 10 984 et à nouveau 10 987, 10 993, 10 994, 10 998, 11 087, 11 015, 11 007, 11 015, 11 020 à 21, 11 018 à 19, 11 036, 11 038 à 11 040, 11
47 à 48, 11 054 à 55, 11 058, 11 056 à 58. Voilà les enquêteurs qui sont invoqués par le procureur. Dans notre système, le juge d'instruction s'occuperait de cela et se réadresserait aux témoins pour demander un traitement supplémentaire de ces preuves ou bien les rejetterait. Les témoins suivants évoqués par l'accusation pour construire son argumentaire sont les habitants de Sarajevo qui ont habité un certain temps ou pendant la période de l'acte d'accusation. Par exemple, Almir Begic. Ils ne peuvent être utilisés comme témoins. Mais pourquoi? Eh bien, parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais vu l'un quelconque des 45 000 combattants de la Bosnie-Herzégovine. J'avais entendu parler des bataillons compagnie-brigade de cette armée. Ils n'ont jamais entendu parler de l'état-major de l'armée. Amir Begic, par exemple, a entendu qu'il y avait effectivement un état-major à Velashkic. À Veli Sitchi, se reprend l'interprète, mais ils ne sont d'aucune utilité comme témoin. Amir Begic a montré combien il était inutile comme témoin aux pages 9982 à 9985, 9979 à 80, 9985, 9986, 9988 à 89, 9900 89, 11 750, 11 751, 11 752, 11 756, 765, 11 766, 11 763, 11 764 et 11 771. 771. De Velisici jusqu'à son unité dans le centre de Sarajevo, au Bielevé, il traversait une rue tous les jours. Il suivait toujours le même chemin et toutes les rues de Sarajevo étaient utilisées pour les manœuvres, pour l'approvisionnement des unités, pour les différentes relèves et étaient des cibles légitimes qui étaient visées très rarement et qui essuyait des tirs selon les commandements de la brigade de Sarajevo pour prévenir, retarder ou décourager les attaques des ennemis. Alan Giskevich soit ne connaissait pas les faits, soit a menti au sujet des faits associés aux cibles militaires à Sarajevo. On peut voir ça à la page suivante. 7630, 7636, 7638, 7628 à 30, 7632 à 34, 7648, 7659 à 60, 7662 à 63, 69 à 70, 7653, 7655, indépendamment du fait qu'un témoin mente ou non délibérément, la déposition de ces témoins n'est pas utilisable si l'on ne sait pas, s'il ne sait pas où se trouvent les forces, s'il ne sait pas qui tire sur qui depuis où, eh bien, la validité de ces témoins doit être prise en considération sans aucune considération morale quant à savoir si c'est un témoin de mauvaise foi ou non. Le docteur Youssouf Hadjir.
a dit de très jolies choses sur l'accusé, qu'il était fier de le connaître, etc. Soit il ne savait pas, soit il a menti. La défense estime qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant de certains faits ayant trait à des cibles militaires légitimes à Sarajevo. Comme on peut le voir aux pages 8854, 8825, 8847, 8849, 8850, 8812 à 13, 8820, 8819, 8823. Fakhra Mujanovic. Soit ne savait pas, soit a menti au sujet de faits afférents aux cibles militaires légitimes qu'elle a pu voir. On peut le voir aux pages suivantes. 8750, 8794, 8751, 8768, 8764 à 65, 8761 à 62, 8766, 8762. Il est peu probable, même impossible, qu'elle n'ait pas su que dans son village dont elle a dit qu'il a essuyé des tirs, qu'elle ignore donc qu'il y avait un état-major et une batterie de mortiers là-bas. C'est impossible. Un autre témoin a menti ou n'était pas au courant de faits liés à ces cibles militaires légitimes à Sarajevo aux pages suivantes. Il est inconcevable qu'une personne ne sache pas que derrière un hôpital militaire où il se trouvait, il y avait des batteries de mortiers, ou que au-dessus il y avait un obusier au-dessus de l'hôpital militaire. Le témoin est Bakir Nakash. Et on peut trouver son témoignage aux pages 6700 à 1744, 6745, 6746, 6702 à 6703, 6703, 6708, 6709, 6710, 6711, 6743. Mulla Osmanović nije znala ili je lagala o činjenju. Alma Mualovic soit n'était pas au courant, soit a menti au sujet de faits liés à des cibles militaires légitimes et événements à Sarajevo. On peut voir cela aux pages 6753, 62, 64, 66 jusqu'à 70 et 9779. Et une autre chambre dans l'affaire du général Milosevic a conclu la chose suivante. Je pense que c'était paragraphe 354. Fort Pronu a évoqué un échange de feu autour de Varbania. L'armée de la République serbska prétendait qu'il y avait eu un échange de feu. Les observateurs ont également constaté qu'il y avait un échange de feu, mais Alma a dit qu'il n'avait pas eu. Elle se trouvait dans un tram et elle n'est passée que 20 secondes dans ces zones où il y avait des échanges de tirs. Et la Chambre s'est fondée sur ces propos, à savoir qu'il n'y a pas eu d'échange de feu. Elle a été tuée par une balle qui a été tirée à l'occasion d'un autre échange de feu. Elle n'était pas là, nous l'avons entendu, et donc ce n'était pas la balle d'un tireur embusqué, mais ce paragraphe est resté, a subsisté et a valu quelques années au général Milosevic. Fatima Yaimovic était l'un des témoins à Sarajevo qui ne connaissait pas les faits ou qui a menti à leur sujet, aux faits donc relatifs à des cibles militaires légitimes à Sarajevo. Je voulais vous rappeler, en fait, c'est la témoin qui a vu depuis Briega des obus de canon tirés sur Osmitsa. Elle a vu les obus qui sortaient
du canon et qui volait dans l'air, enfin des choses aussi hilarantes. Elle n'a pas vu par ailleurs un char qui se trouve à 50 mètres de chez elle à Brieka. Elle ne savait pas que son fils était membre de la 105e brigade, qui était très puissante et bien équipée à Sarajevo et qui tenait Brieka. Fatima Yarizeka, une amie d'enfance. Il se trouve que c'est une amie d'enfance. Ne disait pas la vérité aux pages 1991-1904 à 1905, 1908, 1908 à 1910, 1963, 1964, 1966, 1975 à 81, 1989 à 1990. 1991 à 1992, 1991 à 1992. 1929 à 1930. Donc, il y a de nombreux faits qui ont tout crédit à ce témoin. Même si sa déposition était courte, Milan Mandrovic soit a menti, soit ignorait des faits au sujet de cibles militaires légitimes à Sarajevo. Il devait avoir connaissance de cela et cela apparaît aux pages suivantes 5374, 5378, 5384, 5435. 5382, 5385, 5389, 5424 et 5440 à 43. Ignorer tant de choses et témoigner malgré tout. Ça montre combien vains sont tous ces témoignages dans une affaire pénale. Certes, rien de tout cela n'est apparu dans des déclarations qui avaient été réaménagées. La défense a dû exercer de la pression et s'efforcer pour obtenir ces renseignements en mettant au jour des contradictions. Et nous avons entendu toute une série de remarques ridicules, sans parler d'autres témoins tels que Ezat Morakovic, qui faisait passer illégalement des obus à travers les lignes, a été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté, il s'est demandé pourquoi il avait été arrêté. Donc la défense, pour dire les choses simplement, espère que la Chambre ne s'arrêtera pas là et ne prendra pas ces affirmations pour argent comptant. Voilà, il nous reste encore un témoin et je voudrais passer à huis clos partiel, de manière à ce que je puisse parler du contenu de sa déposition. Le président, avant de passer à huis clos partiel, à la page 15, à la ligne 15, à la page précédente, c'est Azaimovic, n'est-ce pas? Et à la page 20, c'est Mandilovic, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur le Président. Le Président, passons. We are in open session, Your Honor. La greffière, nous sommes en audience publique. Nous voyons ici que la représentante du procureur, Madame Gustafsson, prétend à nouveau, comme elle l'avait fait déjà dans l'acte d'accusation, comme si toutes ces preuves n'avaient pas été citées. Et elle prétend toujours que le président Karadzic avait donné l'ordre
de la sécession de ces prétendus bombardements à Sarajevo, après Marcalais et à cause des pressions exercées par l'OTAN, et que ce n'est qu'alors qu'il a donné l'ordre au corps de la Romania Sarajevo de répondre au feu de l'armée de la BH en appliquant un taux de riposte de 1 à 1, mais ceci n'est pas exact, puisque déjà le 14 janvier 1994, c'est-à-dire 3 semaines avant l'incident de Marcalais, le président Karadzic a une réunion avec les représentants de l'armée avec le corps de la Romania Sarajevo, comme le dit le général Mladic dans ses notes, P 1484, page 149, il avait donné l'ordre que la riposte au tir était de 1 coup pour 1, indépendamment de toute pression exercée par l'OTAN. Et je rappelle à la Chambre que les dirigeants et les autorités de la Republika Srpska avaient un point de vue très négatif concernant la prise pour cible d'objectifs civils dans les villes. Même Djeric l'avait fait, car Karadzic n'avait pas de poste de commandement à l'époque. Il y avait donc une interdiction de diriger le feu de l'artillerie sur la ville jusqu'à la fin de la guerre. Il y avait donc un grand nombre d'ordres de ne pas tirer, à moins que ce soit totalement nécessaire. Madame Gustafsson a également dit que Gengo, Sadonier et Sladoyer et le général Milosevic et des témoins ont dit qu'ils n'avaient pas pris les précautions lorsqu'ils ouvraient le feu sur la ville. Et voilà ce qu'avait dit le témoin Gengo, cité par Mme Gustafsson en T29 871. Je cite: tout d'abord, on n'a jamais ouvert le feu, sauf s'il s'agissait d'une riposte à une attaque ennemie. Lorsqu'on nous attaquait, j'ai eu recours à des mortiers de 120 et 80 mm. Je n'avais pas besoin d'y avoir recours à d'autres moments. Donc, lorsque nous avons ouvert le feu, c'était en riposte au feu de l'ennemi, feu qui nous avait visés. S'ils ouvraient le feu sur nous, à partir d'une partie habitée, ils savaient que nous riposterions. Donc, ils auraient dû prendre des mesures pour éviter les pertes humaines. Je n'ai pas pu voir s'il y avait des civils autour de cette position de tir ou non. Simplement, j'ai riposté à partir des positions de tir qui avaient été touchées par le feu de l'ennemi. Fin de citation. Des références ont été faites à la déposition de certains témoins pour indiquer qu'il n'y avait pas de réaction instantanée. Un mortier était déplacé et à ce moment-là, les Serbes ripostaient. Toutefois, si le bureau du procureur avait des experts militaires, je pourrais leur dire qu'il fallait du temps pour calculer les coordonnées et il fallait bien trouver la bonne position de tir et puis ensuite, il fallait communiquer tous ces éléments et c'est seulement à ce moment-là que la riposte pouvait suivre. En ce qui concerne Sladoyer, Mme Gustafsson a repris des propos qu'il n'a pas tenus. Transcription, page 30 573. Et voilà ce qu'il a dit. Citation. Dans il y avait des soldats dans chaque quartier. J'ajoute donc ces quartiers habités. Les populations vivaient à Nedzarici. Il était impossible de vivre autrement. Il y avait cette unité entre l'armée, car un quartier n'était pas purement civil. Les quartiers étaient habités par les gens, mais les militaires y étaient également stationnés. Et c'est comme ça, concrètement, que ça s'est passé dans toutes les zones urbaines
où il y avait présence militaire. Comment pouvez-vous imaginer que nous n'ouvrions pas le feu si nos positions sont elles-mêmes prises pour cible? Et dans l'autre côté, il y avait également des civils et des militaires qui s'y trouvaient ensemble. Donc, c'était leurs soldats qui nous tiraient dessus en premier et qui mettaient en danger les civils des deux côtés. Fin de citation. J'ajoute des deux côtés. Alors, il faut regarder la taille de Sarajevo, il faut regarder sa superficie. Et heureusement, en fait, la Chambre s'est rendue à Sarajevo. Les civils vivent partout dans cette zone urbaine, mais tous les points n'ont pas été pris pour cible. Il y avait pas mal de quartiers où il n'y a jamais eu un seul obus. Pourquoi est-ce que le bureau du procureur n'a pas essayé de voir pourquoi Bielava n'a pas été prise pour cible, pourquoi différents quartiers n'ont pas du tout fait l'objet de tirs, alors qu'il y avait des musulmans ou des Serbes qui y habitaient, et parfois même surtout des musulmans. Pourquoi? Eh bien, parce que personne ne nous tirait dessus depuis ces quartiers-là. Nous avons entendu un témoin à décharge qui a confirmé qu'il y avait quelques 300 mosquées à Sarajevo et qui étaient évidemment pleines de monde les vendredis. Personne n'a jamais visé ces mosquées. Je crois que c'est la Chambre qui avait demandé d'ailleurs pourquoi. Et on avait dit, mais parce qu'on ne nous tirait pas dessus à partir de là. Je rappelle à la Chambre qu'il y a beaucoup également de pompes à essence à Sarajevo et aucune n'a jamais été prise pour cible. Les témoins de l'ONU ont parlé ici. Nous avons vu un document d'ailleurs de l'armée musulmane qui se demandait comment se faisait-il que les gens vivaient encore à Sarajevo, qu'ils pouvaient se déplacer et vivre là malgré qu'il y ait la guerre. Eh bien, excellent, c'était possible parce que s'ils ne tiraient pas, les Serbes ne ripostaient pas. Les témoins de l'ONU ont dit mais Karadzic avait le contrôle sur tout et au moment où un accord de cessez-le-feu ou d'arrêt au tir embusqué était passé, eh bien, il n'y avait plus de coups de feu. Je veux vous dire qu'une fois qu'il y a un accord et que du côté musulman, il n'y a pas de violation du cessez-le-feu, et lorsque on lance des appels, les Serbes font des promesses, déclarent des cessez-le-feu unilatéraux, et puis les Serbes tirent quand même et nous obligent à riposter. Et donc, ce n'était pas vrai par rapport à Sladoye. L'interprète n'a pas entendu le numéro de la page. Citation de nouveau. Le témoin. Et la page est T32 582. Citation. Nous ne pouvions pas bombarder une zone civile. Et du reste, nous n'aurions pas choisi de bombarder une zone civile. Le corps de la Romania à Sarajevo ne faisait pas cela. S'il y avait des civils ça signifiait que ce n'était pas un objectif pour nous et nous ne visions jamais ce genre de zone. Fin de citation. À la fin de cette audience, je vous montrerai quelques 6000 victimes à Sarajevo étaient des combattants dans la municipalité de Savograd, détenus à 90% par les Serbes, et à Basayara, détenu par 10% des musulmans. Il y avait 680 combattants qui ont trouvé la mort, surtout en 1992. Et il y a quelques 1200 cas où les mêmes victimes figurent sur plus d'une liste. Et quelques 4% de ces 1002 cas sont des civils. Et pas l'inverse, comme l'a été avancé ici. À la page 3300,
correction, 33 123, le général Milosevic a expliqué quels étaient les principes qui guidaient le SRK s'il y avait des dangers de cibles civiles quand on répondait au feu. Citation. C'est considéré comme une zone civile. Et si le feu provient de cette zone, nous aurons à analyser la situation et savoir que faire de cette cible qui devient à ce moment-là une cible militaire. Il faut trouver une solution. Il y a une procédure qui est mise en place pour veiller à ne pas mettre les civils en danger dès lors que c'est possible. Et si ce n'est pas possible, alors une analyse doit être effectuée et, afin de voir s'il y aura des dommages collatéraux qui sont disproportionnés par rapport à la mission militaire. Et à ce moment-là, cette mission est abandonnée. Fin de situation. Vous avez vu ces différents officiers et c'est vraiment un péché devant Dieu que Milosevic et Galic aient été condamnés. Vous avez vu d'ailleurs leurs subordonnés qui sont des gens tout à fait dignes, des bons officiers. Madame Gustafsson, page 24, lors de la deuxième jour de leur plaidoirie en clôture, on dit qu'elle avait pris la défense en pleine contradiction. On a dit que ces soldats avaient subi une formation en droit humanitaire. Et elle dit, ou plus exactement, nous disons que ces soldats n'avaient pas été formés. Ils étaient certes formés à l'utilisation des armes, c'est une chose. La formation en droit humanitaire en est une autre. Seuls les officiers recevaient cette formation d'officiers qui incluait le droit humanitaire et ce n'était pas le cas de tous les soldats. Madame Gustafsson n'a cité qu'un document parmi la centaine qui figure au paragraphe 2392 à 2394 de notre mémoire en culture, qui parle de tirs tirés depuis l'hôpital Kosevo par l'ABH. Mais dans la pièce D 2798, on lit que l'ABH a tiré 6 obus de mortier de 82 mm de l'hôpital de Kosevo, ou la pièce D507 où l'on voit le général Razek dans un petit clip vidéo et la déclaration de Lord Owen concernant le fait que l'ABH avait ouvert le feu depuis l'hôpital de Kosevo. Les documents cités au paragraphe 1955 de notre mémoire en clôture fait état de tirs de mortier à partir de différents bâtiments civils. Il n'y a pas rien que l'hôpital. Et ces événements se produisaient quand il y avait un moment de calme et que Sarajevo disparaissait des manchettes de journaux et de l'attention des médias internationaux. Madame Gustafsson a également dit que le témoin de la défense Velovic a confirmé que des bombes aériennes étaient imprécises. Mais ce même témoin a dit à la page 2986, je cite, que les travaux étaient faits sur des bâtiments pour y installer des bombes aériennes modifiées. Réponse, je ne suis pas compétent en la matière, je suis un officier d'infanterie, je ne connais pas ces mortiers, des roquettes, ces métaux, etc. Je n'ai pas participé à cela, je ne suis pas expert en la matière, je ne suis pas non plus expert technique de formation. Question, merci. Et donc, vous n'êtes pas expert en balistique, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une formation en balistique? Réponse, non. Non, pas du tout. Fin de citation. La page était 29 286.
Madame Gustafsson a dit que pour mettre au point de nouveaux équipements de combat, il faut 8 à 10 ans. Ce n'était pas un nouvel équipement de combat dont il s'agissait ici. Il s'agissait de changer l'ogive sur une roquette par une autre en utilisant 4 éléments moteurs différents et modifiant ainsi la performance de l'arme. Il s'agissait de calculer la pression, la poussée et faire des essais à Zouch, comme l'avait dit un des témoins protégés, que ces équipements avaient subi des tests à Zouch avant d'être utilisés. Quand on parle d'imprécision de ce type d'arme, dans une autre affaire qui est toujours pendante, le juge avait dit aux témoins de ne pas exagérer lorsqu'il disait que les bombes étaient plus précises si elles étaient larguées d'un avion plutôt que d'être lancées par des lanceurs. Mais indépendamment de cela, voyons combien de victimes ont été faites suite à l'utilisation de ce type d'armement et combien de fois c'est utilisé dans des zones urbaines. L'objectif était toujours une grosse installation militaire. Madame Gotovac a bien dit que ce n'était pas sa maison qui avait été visée. Ils avaient raté l'usine d'armes de Miskin Srni de quelques centimètres et la bombe était tombée sur la route. Sans parler aussi de l'école à Grasnitsa, à propos de laquelle KDZ l'interprète n'a pas entendu le numéro de ce témoin, et qui était le premier arrivé à l'école et il n'a pas vu la roquette, il n'y avait ni les mortiers, ni personne, et le lendemain, il y avait des éléments de preuves tout à fait différents, et c'est une enquête qui a dû être recommencée et qui a permis de voir qu'il avait raison, Berkezetsovic. Poparić, ekspert svedok odbrane. Mile Poparić, témoin expert, à la page T32, pardon, correction, 39 042 à 43, disait qu'une telle arme pouvait être mise au point dans un délai d'un mois, de 6 à 8 mois, enfin un peu 6 mois, c'est sans doute plus réaliste, sachant que certains moyens existants avaient été utilisés pour composer cette bombe. Alors, ni ELSOP ni d'autres enquêteurs de l'ONU n'ont pu préciser l'angle de descente et il n'est pas possible de tenir en compte l'écart ou l'erreur de marge comme étant acceptable, puisque Zetsevic a dit qu'à Marcalé, l'angle de descente était de 60 degrés plus ou moins 5. Et si nous acceptons que cet angle de descente d'un obus peut être déterminé en fonction de la position de l'empennage, comme on l'a vu le lendemain avec une marge d'erreur de 33%, et ELSOP était d'accord, comme Madame l'a dit Gustafsson, et en fonction de cela, elle a dit que ELSOP avait confirmé
Les conclusions de Berco, avec une marge d'erreur de 33%, si on prend un degré, si on prend 60%, ça nous fait 19,8. Donc l'angle de descente de cet obus pouvait être inférieur à 19,8 degrés ou supérieur à 60 degrés, donc plus 19,8. Ça fait tout de même là une fourchette énorme. Ça veut dire que cet obus aurait pu être tiré par tout le monde sauf les Chinois en quelque sorte, avec un angle maximum de descente de 55,3 et un minimum de 47,3. Donc c'est une fourchette qui est tout de même qui fait moins de 30 degrés au total. Dans le compte-rendu d'audience, ça devrait être 85 à la ligne 11. Angle de descente de 55,3. Le maximum est de 85,3 à courte distance. Et l'angle minimum serait de 47,3. Heureusement, la Chambre est venue à Marcalé et elle a pu se faire une idée. Quelle est la probabilité que cela ait été fait sans calculer l'objectif et sans qu'il y ait eu une intention délibérée? Je laisserai le bon soin à la Chambre de trancher ceci. Vous êtes un tribunal de l'ONU et les membres du bureau du procureur sont nommés par l'ONU aussi. On fait l'impasse sur des conclusions de différents représentants de l'ONU concernant Marcalé 1. Et ils prennent en compte les conclusions de Berkovitch, représentant de l'industrie de l'armée qui s'est proposé de déterminer qui avait tiré. Et voilà que c'est le même homme qui s'est vu refuser accès à l'enquête de l'ONU par M. Hamil, au représentant de l'ONU. Donc, il n'était pas acceptable que les parties au conflit participent à l'enquête, surtout s'il n'y a pas une tierce partie. Alors, comment la Chambre peut-elle faire confiance à Berko Zelkovitch et condamner le général Galić pour un tel incident et faire l'impasse sur toute une série de choses que des représentants de l'ONU ont vues dans leur rapport sur cet incident? Je ne sais pas quand on va faire la pause. Il ne me reste pas beaucoup de temps et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je vous dirais que le bureau du procureur a retiré des propos de Berzekovitch disant qu'il s'agissait de bombes aériennes, même s'ils disent qu'il s'agit de bombes à aérosol, aérosol. Alors, soit il ment, drugačije povrede, apsolutno je isključeno da su. Ce sont des bombes qui créent des destructions beaucoup plus massives et il est clair qu'elles n'ont jamais été utilisées. Et l'accusation est bien d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un mensonge, mais ils ont tout de même accepté les propos de Berko Zelkovitch sur bien d'autres points. We'll have a break for 20 minutes and resume. Le juge Cohen, nous allons faire une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 15 heures.